De retour dans l'Africa Newsroom pour notre seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Thérèse Altermat-Massing, Alain Edoko et notre éditorialiste Malika Cher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Recycler des déchets plastiques pour en faire un liant qui remplace le ciment dans la production de pavés. Tel est le nouveau défi que se sont lancés plusieurs jeunes Camerounais pour soutenir l'État dans sa politique de collecte et de recyclage des emballages plastiques. Ils se sont intéressés à la valorisation des déchets plastiques. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Depuis avril 2014, le gouvernement camerounais a interdit la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables de moins de 61 microns sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs centaines de tonnes ont été saisies à cet effet. Malgré la mise en place des brigades opérationnelles chargées de saisir ces emballages, la contrebande continue d'alimenter le marché noir. Le problème crucial de la gestion de ces déchets plastiques au Cameroun reste le recyclage. Pour aider le gouvernement dans le recyclage, mais surtout dans la revalorisation de ces déchets plastiques, l'ancien international camerounais Roger Mila va mettre en place une association Cœur d'Afrique pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Une association qui réunit depuis 2015 des enfants de la rue et les encadre dans la fabrication des pavés écologiques. Le malaise social que causent les déchets plastiques, parce qu'on passe, on le voit partout. On s'est dit, nous avons des enfants de la rue, nous avons les déchets plastiques, et ayant appris qu'il y avait une technologie de valorisation de ces déchets en pavé, on s'est dit que cela pouvait être utile à notre pays. C'est à la voirie municipale située en plein cœur de la ville de Yaoundé, capitale camerounaise, que Arsène et ses amis se déploient tous les matins pour la fabrication des pavés à base de déchets plastiques. Même si on est dans la rue, la discipline est de mise. Il faut s'enregistrer avant d'établir le planning de la journée. L'arrivée se fait à 7h30. On a une marche de 30 minutes pour s'apprêter. Tout le monde passe à l'enregistrement. Il met son heure d'arrivée. Bon, ensuite, chaque responsable de poste est affecté à son poste pour essayer d'apprêter la journée, d'apprêter le matériel. Il y a un responsable qui est chargé d'assurer le tamisage du sable. Il y a également une personne qui est chargée d'assurer la pesée du plastique. On a aussi un dernier poste que j'assure moi-même, c'est la préparation de la fonte. Fini les échanges, place au travail. Cette matière première, collectée depuis quelques jours, est issue des grandes surfaces partenaires de l'association, ainsi que des saisines effectuées par le ministère en charge de l'environnement dans le cadre de la répression contre l'utilisation des emballages plastiques. La collecte que nous faisons, c'est lorsque nous organisons des campagnes de sensibilisation. On l'a fait avec le lycée Leclerc, l'école publique de Bastos. Et pendant les grandes vacances, les brasseries du Cameroun ont organisé, ils ont leur projet Récup Plastique. Ils avaient sollicité Cœur d'Afrique pour l'apport technique. Et c'est comme ça que nous avons pu avoir ces déchets. Naturellement également, il y a le ministère de l'Environnement qui nous donne des plastiques saisis dans le cadre de la répression. Dans ce four artisanal préchauffé à plus de 200 degrés et alimenté par du feu de bois, ces jeunes hommes déversent des emballages plastiques qu'ils ont préalablement triés. À l'aide de malaxeurs, ils remuent le mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. De ce processus de fabrication qui peut prendre jusqu'à 4 heures de temps, l'étape la plus difficile sera donc de fondre ces 60 kg de plastique avant d'y ajouter du sable. Le mode opératoire pour réaliser nos pavés à base du plastique, c'est fait en 4 phases ou 4 étapes. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est la fonte. La troisième étape, c'est le moulage. Et la dernière étape, c'est le refroidissement. Présentement, nous nous trouvons à la phase de la fonte. Oui, c'est la phase la plus difficile parce que si on ne parvient pas à fondre du plastique jusqu'à ce qu'il devienne fluide, alors nous allons obtenir du caramel lorsqu'on va verser du sable. Donc, le caramel
non seulement il rend difficile le malaxage, deux, il faut plus de température. Et parfois, dans des conditions extrêmes, on peut verser toute la pâte parce qu'on ne peut plus la récupérer. Après le moulage, les pavés peuvent prendre vie, malgré les risques d'incendie, de brûlure et d'intoxication que subissent ces jeunes au quotidien. Ils ne s'abstiennent d'espérer être autonomes un jour grâce à la fabrication des pavés. Il y a de cela 3 ans que je suis dans la rue. Je me suis intéressée à ce projet pour apprendre à faire les pavés. Donc demain, je pourrais changer aussi pour quitter dans la rue. Donc ça peut changer ma vie. Selon les experts, la gestion des déchets au Cameroun est un secteur prometteur, jusqu'ici très peu exploité. Ces jeunes issus pour la plupart de la rue et par conséquent sans emploi appellent au soutien des pouvoirs publics. Même si le principal objectif de l'association est la formation plutôt que la commercialisation de ces pavés, Arsène et ses amis espèrent néanmoins obtenir des appuis afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Madame Altermat Massang, en tant que chef d'entreprise, quand vous voyez ce type d'initiative qui est mise en place notamment par des ONG au Cameroun, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais la fierté, il faut encourager ce genre d'initiative. Mais le problème se pose. Il ne faut pas que le résultat ou la solution soit pire que le mal soit pire que la solution. Parce qu'on voit ces jeunes-là qui manipulent ces produits toxiques. Ils n'ont pas de masque à oxygène, ils respirent. Et on sait que les sacs plastiques, il faut, dans la nature, il faut plus de 100 ans. Entre 500 et 1000 ans, des déchets absolument, plastiques. tout à fait. Donc, on va transformer ces matières toxiques qui vont encore polluer le sol, parce que là, ce sont les pavés qu'on met sur la terre. Donc, je ne juge pas, peut-être que c'est une solution, mais à long terme, est-ce qu'il y aura d'autres... Est-ce que vous pressentez, vous, cette aubaine commerciale qui est en train d'aujourd'hui de permettre à des jeunes d'obtenir un emploi ? Absolument. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le green business, l'économie verte, est un secteur porteur de recyclage des eaux, recyclage des déchets, comme on vient de voir, à l'environnement, à la préservation de la nature. C'est un secteur qui est encore vierge et qui est porteur. Est-ce que vous estimez qu'au Cameroun, c'est assez encadré quand on voit qu'il y a quand même pas mal de traitements de façon artisanale Si, ça commence à être encadré. N'oublions quand même pas que le Cameroun est l'un des premiers pays à avoir interdit la fabrication, la vente et l'exploitation des sacs plastiques, parce qu'ils ont vu que c'était un réel danger, non seulement pour la population, pour la nature, et même pour les animaux et pour la faune. Donc, mettre ce genre d'initiative, c'est vraiment encourageant. Moi, je félicite le gouvernement camerounais pour cette initiative. Mais, il y a toujours un mais, il faut un suivi. Il ne suffit pas d'avoir une idée, on commence et après on s'arrête. N'oublions pas que le réchauffement, l'effet de serre cause plus de dégâts des pays africains. On voit comment le lac Tchad est en train de diminuer, les neiges du Kilimanjaro qui sont en train de disparaître. Vous avez le sentiment Sahel que la population est impliquée dans cette protection, de cette écologie, un petit peu cette tendance écologique qui est mise en place? Oui, tout à fait. La population est intéressée parce que c'est un secteur porteur économiquement, ne l'oublions pas, mais n'est pas intégré à 100% pour la protection de la nature. Comme ce sont des pays de l'équateur dont il pleut, ils ne se sentent pas encore concernés. Mais on sait que la chaleur, le gaz à effet de serre qui fait en sorte que le soleil frappe plus fort, que les terres deviennent moins arables, on sait que ces problèmes-là vont toucher la population à partir du moment où ils vont se sentir concernés. Quand vous allez dans des grandes villes comme Douala, Yaoundé, vous voyez comment ces sacs plastiques polluent la vue et même l'environnement. Ces citoyens-là se sentent concernés parce que c'est là, à côté. Et qu'en est-il du rôle des entreprises, vous qui êtes justement dans le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez que leur responsabilité sociale de l'entreprise peut jouer un rôle, en tout cas, dans ce registre? Absolument, absolument. Social et sociétal. C'est là où la diversité peut jouer encore un rôle plus important en investissant sur le green business. Parce qu'on sait que c'est vraiment un secteur porteur. Planter les arbres,
reboiser. Et je crois qu'ils peuvent avoir vraiment une solution et ils peuvent participer à cette évolution et à cette économie qui ne demande qu'à être développée. Et c'est là où même les entreprises qui sont ici ou sur place peuvent développer certains produits, les alternatives, comme on dit, pour pouvoir diminuer cette pollution et pourquoi pas développer l'économie. Monsieur Adoko, vous êtes dans le milieu un petit peu associatif également. Vous organisez en tout cas un festival. Comment vous intégrez, vous, cette dimension écologique lors d'événements qui sont organisés au Cameroun ? Je veux déjà dire que mon festival se passera le 4, 5, 6 mai à Kribi. Et ajouter ceci, c'est une opportunité, et c'est une belle opportunité génialissime pour les enfants de la rue qui vont enfin sortir de la rue pour pouvoir faire quelque chose. Parce que le recyclage des sacs plastiques, vraiment, c'était un problème au Cameroun. Quand en 2014, le gouvernement a décidé d'interdire la fabrication des sacs plastiques, ça a été une aubaine. Et l'idée de le recycler et de fabriquer des pavés, c'est une idée génialissime. Mais bon, il n'y a pas de solution sans conséquence. Il faut dire que ça peut aussi polluer dans un autre sens. Mais c'est déjà une belle aubaine. Déjà, on a un autre célèbre footballeur qui s'est impliqué, qui a créé une association, les Cœurs d'Afrique, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Il y a le ministère de l'Environnement aussi qui s'est intéressé en distribuant les sacs biodégradables. Voilà. Donc, c'est une très belle aubaine. Mais bon, il faut que tout soit cadré. D'accord ? Il faut vraiment que ce soit bien encadré et je pense que le Cameroun a la volonté de bien encadrer tout ça. Malik, quand on voit que c'est une aubaine commerciale, on le sent, mais les projets sont quand même heurtés à certaines difficultés, comme le manque de véhicules pour ramasser les ordures. C'est un petit peu spartiate comme c'est actuellement fait. Et surtout le manque de moyens financiers, notamment pour encadrer les jeunes, comme on l'a vu dans ce reportage. Comment on fait pour y remédier finalement ? Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème de planification. Et les pouvoirs publics sont les premiers responsables justement de la préservation environnementale. Pendant longtemps, et on a souligné ici la volonté politique, elle existe, mais pendant longtemps, effectivement... Il n'y a pas de plan finalement de recyclage qui est mis en place. Il n'y a pas eu une planification parce que le recyclage, c'est une planification, c'est une sorte de cycle qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire la récolte des déchets, la transformation des déchets, puis ensuite la modification de ces déchets en d'autres produits finis. Donc c'est une planification qui est difficile. Et on peut avoir recours, comme vous l'avez cité, à des opérateurs économiques, que ce soit des opérateurs qui soient directement impliqués, par exemple les commerçants, les centres commerciaux qui distribuent justement, par exemple, au Cameroun, on a quand même, en janvier 2016, des 100 tonnes d'emballages plastiques fabriqués illégalement qui ont été saisis. Ça veut dire que les entreprises ne respectent pas forcément ce cadre législatif, ce cadre légal. Bien évidemment, vous avez toujours des personnes qui vont justement passer outre ce cadre légal. Et puis il y a l'informel, il faut le dire, l'informel. Et je dirais un tue-le-cœur pour l'environnement parce que justement ces produits circulent sans qu'on ne puisse maîtriser justement le mouvement de ces produits qui sont néfastes pour l'environnement. D'où la nécessité de la planification. Quand on arrive justement à établir un recyclage efficient, vous évitez beaucoup de problèmes. Notamment, par exemple, vous avez vu, et ce n'est pas forcément le cas qu'au Cameroun, des détritus peuvent, par exemple, boucher les avaloirs et lorsqu'il y a des pluies, justement, provoquer des inondations. Donc, c'est l'affaire de tous et justement, c'est l'affaire en premier lieu de l'État. Il y a une volonté politique, il faut la souligner. Maintenant, faut quand même féliciter cette association, malgré le manque de moyens, mais il faudrait encadrer ces activités parce qu'on l'a vu, justement, on a vu que le bois est utilisé, par exemple, pour la fonte et on sait que la préservation, par exemple, de l'écosystème et notamment de la forêt tropicale est un objectif majeur, justement, pour préserver, comme Madame le disait, le réchauffement climatique. Il faut essayer de réguler ces activités, il faut donner les moyens à ces associations. Et puis vous avez vu l'impact incroyable sur le plan social. C'est des enfants de la rue qu'on intègre dans la chaîne du recyclage, la chaîne économique. Et vous savez, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, vous, Diarra, qu'au Sénégal, le business vert prend des proportions assez intéressantes et qui participe justement à l'économie du Sénégal. Tout comme au Cameroun, on voit qu'il y a d'autres initiatives qui se multiplient à travers le pays. On a vu par exemple l'exemple d'un village écologique au Cameroun à 90 km de la capitale Yaoundé.
ça s'appelle Tayap, où on voit un village d'agriculteurs qui cultivent sans engrais chimiques des arbres, avec des arbres fruitiers, des semences vivrières. Est-ce que ce type de modèle pourrait se répandre à travers le pays et au-delà des frontières camerounaises, Madame Altermat Massang? Oui, je fais confiance au pouvoir public pour promouvoir ce genre de Mais de les culture. initiatives, en tant que citoyen camerounais, mettre en place plusieurs initiatives, est-ce que là aussi, ça ne permettrait pas de répandre cet aspect écologique au lieu de tout mettre finalement sur le dos de l'État camerounais? Justement, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne les directives, donc c'est le pouvoir public. Maintenant, le citoyen qui est concerné, le chef d'entreprise qui est concerné, je crois que c'est un ensemble, c'est un tout. C'est pour cela qu'il faut aussi développer l'énergie solaire. Quand on voit, comme il vient de dire, pour fondre, il faut mettre du bois. En même temps, il faut préserver la nature et en même temps, on brûle pour... Donc, il faut essayer de faire en sorte que cette protection, ce système de protection de la nature rentre aussi dans le cycle de vie, de fabrication. On peut, par exemple, utiliser les fours solaires, pourquoi pas. On peut, par exemple, fabriquer et vendre aussi à l'extérieur. On sait que l'exportation, c'est ça qui apporte valoriser aussi, en tout cas davantage ce type de... Exact, c'est ça qui apporte les devises et faire aussi en sorte que ces jeunes qui sont là suivent aussi une formation parce qu'ils ne peuvent pas éternellement rester là où ils sont. Donc c'est tout un ensemble et bravo à monsieur l'ambassadeur Roger Mila qui a eu cette initiative. Et voilà, nous aussi nous sommes là, nous les citoyens, on va aussi voir ce que nous pouvons faire comme madame Matari qui a planter les arbres, qui a eu cette initiative. C'est une femme. D'autres initiatives peuvent également être mises en place. Donc chaque citoyen peut aussi prendre son bout d'initiative. Merci Madame Altermat Massang. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec d'abord le président guinéen Alpha Condé qui est en visite en France, une visite officielle aux résonances toutes particulières. Les échanges se succèdent entre le président et son homologue français François Hollande. Plusieurs accords axés sur l'économie et l'environnement sont attendus. Et puis à Madagascar, l'affaire Claudine Razaï-Mamandji, conseillère spéciale du président R. Razaounarimanpian, continue de faire des remous. La femme d'affaires a quitté la grande île alors qu'elle se trouvait en observation à l'hôpital d'Antananarive après un malaise qui fait suite à la décision de la chaîne pénale anticorruption de la placer en détention préventive. Nous allons à présent marquer une autre courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.